Donc on va regarder une vidéo de l'Ermite Moderne, Zemmour versus les mangas, donc une rediff qui est sortie à la base sur la chaîne Voxmakers, une chaîne collaborative de plusieurs vidéastes qui a pas très bien fini, la chaîne, mais bref c'est pas le sujet. Et donc l'Ermite Moderne, lui, c'est un vidéaste, alors qu'il y a eu, je sais qu'il a eu certaines polémiques là ces derniers temps avec son application de manga, j'avoue j'ai pas suivi, j'ai vraiment pas suivi, donc n'hésitez pas à me dire dans le chat ou les commentaires ce qu'il en est vraiment de cette histoire. Mais enfin bref, l'Ermite Moderne, lui donc, qui fait des vidéos sur la pop culture hein, globalement, mais très pas mal niche quand même un peu hein. Bon, il y a des sujets quand même très grand public hein, les remakes d'animation Disney, le film Super Mario, One Piece, mais il y a des trucs un peu plus voilà, genre ce manga là dont je me rappelle plus, Forspoken, bon qui certes est un gros jeu mais quand même, La douleur d'être immortel, Fusion Wakanim Crunchyroll, des trucs vraiment geek quoi. Et donc il y a je sais même plus c'était il y a combien de temps, il y a sûrement 2015, donc il y a 10 ans peut-être, il a fait une vidéo Zemmour versus les mangas. Donc Zemmour versus les mangas, une vidéo qui retrace donc une ancienne émission de Ruquier, On n'est pas couché, je crois que c'est On n'est pas couché, où Dorothée est invitée pour fêter je crois un anniversaire ou une sortie d'un truc qu'elle a fait, enfin peu importe. Et donc fatalement, qui dit Dorothée dit Club Dorothée. Donc il parle du Club Dorothée, son parcours, oh là là, les records, les machins, c'est extraordinaire. Sauf que à l'époque, qui y avait chez Ruquier? Il y avait le petit Eric, et pas Nolo, je parle de Zemmour. Petit Eric Zemmour qui, à l'instar d'une autre dame de la politique, n'est pas très fan de tous les trucs qui viennent du Japon, ces japonaiseries, manga et compagnie, et qui va dégommer Dorothée et les mangas. Et donc, l'Ermite Moderne en a fait une vidéo, on va en parler. Alors aujourd'hui, cette histoire est très connue, hein, peut-être pas par tout le monde, hein, je pense notamment à des gens comme les anciennes générations, genre ma maman peut-être, salut maman, qui regarde cette vidéo et qui n'a peut-être pas entendu parler de cette histoire, et peut-être aussi pour la nouvelle génération, génération Z ou Alpha, qui connaissent Zemmour surtout pour la politique et qui ne savent peut-être pas que Zemmour à la base, eh ben c'était un journaliste, éditorialiste, critique, enfin bref, c'était un showman, de merde, mais un showman quand même. Et qui ont peut-être pas la data que Zemmour, eh ben c'est un gars qui déteste les mangas, la culture et qui n'y connaît strictement rien. Donc je me suis dit, mêlons culture, politique et rappelons à tout le monde à quel point Zemmour est une bille en culture, une bille en manga, et que bah ça date pas d'hier ça. Je vous propose de pas perdre plus de temps, c'est parti. Cette vidéo était initialement sortie le 15 février 2015 sur Voxmakers. C'est une vidéo qui est en réponse, donc ouais, 2015, donc il y a 10 ans. Sur propos de Zemmour en 2010, sur le Club Dorothée, ainsi que les mangas et animés en général. Zemmour qui dit le manga cette merde infâme, ça pose le ton moi je trouve, et donc oui 2015 la vidéo, donc pour beaucoup peut-être qu'il y aura des évidences en fait, peut-être que là tout ce qui est dit là-dedans pour beaucoup c'est des évidences, et tant mieux si c'est des évidences pour vous, hein. Mais rappelez-vous qu'on est en 2015 à ce moment-là, Zemmour ne fait pas de politique, François Hollande est toujours au pouvoir, la France Insoumise n'existe même pas à ce moment-là pour vous dire. Vous voyez l'idée? Voilà, pour qu'on se remette dans l'époque. Et donc nous, on n'était pas forcément au courant forcément de Zemmour qui crache sur les mangas, tu vois, ma génération. Mais voilà, vous avez le contexte. Bonjour à toutes et à tous, ici l'Ermite Moderne. J'annonce aujourd'hui le retour en tant que nouvelle rubrique de mes chroniques de Souffrance Culture, l'émission de la culture, de la France et de la souffrance. Dans cette rubrique, nous allons réagir face aux discours anti-culture pop et geek qu'on entend souvent dans les médias traditionnels. Et pour l'occasion, j'aimerais qu'on revienne dans les temps immémoriaux de mars 2010. Donc mars 2010, hein, donc là c'était il y a 15 ans aujourd'hui. Zemmour, chroniqueur chez Ruquier qui invite Dorothée, tout ça, donc vraiment c'est un temps, genre 2010 les mangas c'était pas aussi cool qu'aujourd'hui, hein. Vraiment, il y avait déjà évidemment des gros fans et tout, mais c'était on va dire la période de transition entre les années 90, 2000 où c'était encore un truc niche mais petit à petit voilà, et les années 2010 où là vraiment le manga grand public de ouf. Sur les plateaux de l'émission On n'est pas couché sur France 2. À l'époque, pour moi, On n'est pas couché était une espèce de jeu du cirque où des célébrités et des pseudo-intellos venaient faire la promotion de leur dernier livre ou spectacle en se faisant dézinguer par des salauds professionnels. À l'époque, il s'agissait d'Éric Nolot et surtout d'Éric Zemmour, avant sa carrière solo de polémiste raciste machiste.
et encore avant sa carrière solo de parti politique sexiste, machiste, raciste. Son emploi consistait à sortir remarques désobligeantes sur remarques désobligeantes à des personnes infoutues d'entretenir un vrai débat. Et il le faisait tellement bien. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que Ruquier, là, ces derniers temps, il est en mode « Oulala, je regrette Zemmour, c'est vraiment... qui aurait pu prédire que le mettre en chroniqueur dans une émission ultra populaire en prime time, ça allait le rendre populaire lui aussi, et faire en sorte que ses idées montent. Oulala, je suis surpris. » Même si en vrai, je comprends ce qu'il a voulu faire à l'époque, Ruquier, le côté « Oui, on invite un peu tout le monde, on a des chroniqueurs un peu virulents, qui ont des avis à contre-courant pour partager le discours, pour inciter au débat, etc. » Ce qui aurait pu marcher si, avec Zemmour, il y avait un vrai gauchiste. Parce que là, il y aurait eu ping-pong, tu vois, genre avec Aymeric Caron, ça aurait pu plus marcher. Et c'est pertinent parce qu'Aymeric Caron a fait aussi On n'est pas couché. Mais voilà, t'aurais mis quelqu'un de bien plus basé et solide sur la gauche, en face de Zemmour, déjà ça aurait été plus intéressant. Mais bon, faut déjà que Ruquier sache ce que c'est vraiment la gauche. Depuis son départ, à ce qu'il paraît, l'émission est devenue beaucoup moins malsaine et beaucoup plus constructive, sans sacrifier le côté débat sans langue de bois. Mais j'aimerais qu'on reparle quand même de la fois où Zemmour a raconté de la merde sur les mangas. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir du sport. Posons le contexte. En mars 2010, Dorothée était invitée dans l'émission pour parler de son spectacle. On revient alors sur sa carrière en tant qu'animatrice du Club Dorothée, l'émission pour la jeunesse qui a le plus cartonné dans l'histoire de la télé française. Et oui, si vous vous rendez pas compte, si vous avez mon âge, ou peut-être moins, ou peut-être beaucoup plus, mais si vous n'êtes pas de la génération Club Do, et que vous connaissez pas des chaînes qui en parlent, genre le Joueur du Grenier, ou Archeo Toys, ou d'autres, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, vous vous rendez pas compte à quel point le Club Dorothée, c'était genre un monstre. C'était un monstre, je crois que c'était 80% de part de marché des émissions jeunesse en France. Ça faisait des Bercy, ça faisait des Zénith, elle a fait des trucs avec Stevie Wonder et Red Charles la meuf. Non mais rendez-vous compte, le bordel, c'était incroyable. Moi j'ai pas connu, moi je suis né en 93, donc 97, la fin de Club Dorothée, j'étais déjà... j'étais trop jeune, mais bon, je connais quand même un peu. On avait alors une programmation sans précédent, avec des tonnes et des tonnes de dessins animés japonais, tous les matins et après-midi, tout le long de la semaine. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a connu des séries cultes comme Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque, Nicky Larson ou Ken le Survivant. Alors, il y avait déjà des émissions qui faisaient des mangas ou des choses comme ça en France, hein. Je pense notamment à le Goldorak, si je dis pas de conneries, c'était France 2. C'était aussi Dorothée, mais pour une autre émission, si je dis pas de bêtises. Mais, indéniablement, c'est vraiment le Club Dorothée qui a amené le gros de la vague. Autant avant, il y en avait quelques-uns, genre Goldorak, Albator, Capitaine Flamme, Cobra, tu vois. Mais c'est vraiment à partir du Club Dorothée que vraiment la culture manga mainstream a commencé à vraiment s'implanter en France. Et c'est pas pour rien qu'on est le deuxième importateur de manga au monde, tout simplement que, on l'a fait avant les autres. Vient alors Zemmour. Alors, les fameux dessins animés japonais qu'on vous a reprochés à l'époque, aujourd'hui, ça paraît évidemment ridicule parce que... Ouais, ridicule de reprocher les animés et les mangas. Oh, ridicule. T'imagines, c'est un peu comme si en Big 2022, les gens parlaient de pass manga pour le pass culture et reprochaient aux jeunes d'acheter des mangas avec le pass culture parce que c'est pas de la vraie littérature. T'imagines, on ferait ça encore en 2022? Oh la honte. Mais par contre oui, faut vraiment se rendre compte que dans les années 80-90, en France, il y avait un vrai truc anti-manga, anti-animation, anti-japonaiserie. Il y avait même, je crois, si je dis... Alors, c'était peut-être pas en France, mais je crois que c'était en France, il y avait une couverture d'un gros magazine où t'avais d'un côté Goldorak, c'était Mi-Face Goldorak, Mi-Face Dodolph. Je dis Dodolph pour pas me faire niquer. Mais vous voyez, vraiment, on en était là quoi. Ça comparait Dodolph à Goldorak. Après, faut se rendre compte aussi qu'on n'était pas si longtemps après la Seconde Guerre mondiale. C'était encore un minimum frais dans la tête de beaucoup, et les Japonais c'était les alliés des Allemands. Ça sans parler du fait qu'il y avait tout le truc de la culture française qu'on essaye d'évincer avec les japonaiseries, c'est pas de chez nous. Voilà, tous ces trucs là, etc. Et puis c'est une culture qu'on connaissait pas beaucoup, donc tous les piou-piou, les trucs comme ça paraissait ultra violent pour rien, alors que pas tant que ça, même si oui, les Ken de survivants et tout, oui, c'est violent, mais d'un côté c'était pas pour les enfants, c'est pas de la faute des mangas, c'est de la faute du Club Dorothée qui mettait Ken le survivant et Nicky Larson pour les gosses. C'est eux qui sont complètement cons, c'est pas les mangas, tu vois. Tu vas pas reprocher j'en sais rien moi, Massacre aux tronçonneuses d'être violent. Par contre, tu peux reprocher à la personne qui fait regarder Massacre aux tronçonneuses à des enfants de leur montrer de la violence, tu vois. Et voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont enlevé, donc ils ont réussi à enlever le Club Dorothée, les mangas, tout ça, parce qu'ils voulaient des dessins animés français, ils voulaient des trucs français, pour au final avoir sur TF1 du Pokémon, du Digimon, du Bob l'éponge, du Arnold, etc., etc. Donc soit du japonais, soit des États-Unis. Mais ça faisait moins manga, donc je suppose que ça va.
va, et puis c'est blanc, donc ça va. Les mangas, c'est devenu même un truc de Culte, on peut dire. Voilà, culte, ça fait plus peur à personne. Mais à l'époque, il y avait quand même quelques personnes qui râlaient en disant oui, il y a trop de dessins animés japonais chez Dorothée. Ça, c'était déjà Antenne 2 ou c'était seulement sur TF1? Bah, ça a commencé avec Goldorak. Ah bah voilà, c'était elle Goldorak du coup, ça, elle confirme, c'était elle Goldorak, ouais, ça a vraiment commencé avec Goldorak, et ça a continué avec Capitaine Flamme, avec tout ça, et il y a tellement de conneries là-dessus à dire, genre, le fait qu'il y ait des gens qui ont censé être des Tom Sawyer, Princesse Sarah, Belle et Sébastien, alors que c'est japonais ça aussi, c'est produit au Japon ça aussi, mais comme vous êtes raciste, eh bah vous comprenez pas que... Enfin bref, vous avez compris quoi, ça me tue. Il y avait déjà Zemmour? Malheureusement non. Il était contre. Parce que moi à l'époque si j'avais pu, j'aurais empêché. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il a dû se le dire souvent dans sa vie, cette phrase. 19e siècle, avènement du féminisme moderne. Si j'avais pu, j'aurais empêché. 23 juillet 1945. Si j'avais pu, j'aurais empêché. Mai 1968, climat de révolte à travers la France. Si j'avais pu, j'aurais empêché. Alors déjà, oui, totalement, tout ce qui dit oui, Peter, oui, mais c'est marrant de se dire que à l'époque, ça faisait pas, enfin en tout cas, j'ai pas l'impression que ça faisait si politisé que ça, cette vidéo, tu vois, quand il l'a sortie en 2015, ça faisait un peu engagé, mais pas non plus, aujourd'hui on traiterait d'ultra woke, SJW, mais voilà, mais on sent qu'on était avant le Raptor dissident qui a vraiment redistribué les cartes dans le mauvais sens du terme, et qui a vraiment obligé la politique à se mettre dans les vidéos divertissement, même si elle voulait, en fait si ça commençait à parler de sujets un peu politisés, un peu progressistes et tout, à partir du Raptor, alors c'est pas le seul facteur évidemment, mais c'est quand même l'un des plus remarquables, c'est qu'à partir du Raptor et ces années-là, avant ça, tu pouvais parler de tous ces sujets-là, au pire, t'étais un peu relou à parler politique, mais voilà quoi, mais après ça, t'étais un SJW woke, etc., on te catégorisait comme politique. 17 mai 2013, l'autorisation du mariage homosexuel. Si j'avais pu, j'aurais empêché. 8 Kids, juillet allez, ferme ta 2014. gueule, il ferme sa gueule à vie maintenant. L'autre là, je vais pas dire son nom, sinon il va pouvoir reparler. Allez, bim, je t'ai niqué. Vous voyez, ça marche avec tellement de choses. Vous avez quand même introduit un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. Et d'une violence, alors là... Ah bah oui, attends, vraiment, c'est vraiment de la merde, hein, vraiment, Ken le Survivant, Nicky Larson, Dragon Ball, Senseiya, non, c'est nul, vraiment, y a aucune qualité dans ces trucs-là, en plus, tu vois, genre, Nicky Larson, ça parle pas du tout du fait que la ville, y a des pourris, le côté la drogue, le côté un espèce de polar noir, mais version manga avec de l'humour, pas du tout, tu vois, Ken le Survivant, c'est pas du tout un espèce de Mad Max, mais version manga avec tout ce que ça contient de lutte du faible contre le fort, etc. Et le pire, c'est que j'ai jamais lu Ken le Survivant, j'ai jamais vu Ken le Survivant, et même moi je sais ça. Et pour Nicky Larson, j'ai lu 2 tomes, et je sais ça. T'es une merde, Eric. Et merde, maintenant il peut parler. Dorothée, ne vous laissez pas faire. Ouais, comment osez-vous introduire des trucs dans ma France? Je suis le seul à pouvoir introduire des trucs dans la France. Titre. Tout simplement pour Il parle des dire... mangas, je vous Je parle des rassure. mangas, je parle pas du reste de Candy, les chansons, on en parlera après. Parce que ça vient d'où pour toi, Candy? Ah bah merde, j'ai spoilé la vidéo. Bah oui, Candy, c'est japonais, débile. Bulgarie? De France, peut-être? Candy, c'était japonais, Candy? Absolument. Mais Candy, c'était pas méchant, Candy, vous voyez, par exemple. Oui. C'était pas violent, Absolument. Candy. Non, c'était pas méchant. Oh putain, tu t'es fait corriger par Ruquier. Ah mec, je suis presque désolé pour toi. Presque désolé, parce que j'avoue que se faire corriger par Ruquier, ouh, ça fait mal. Après, en vrai, Ruquier, c'est pas le pire. Moi, j'ai une sympathie pour Ruquier. Il a du sang sur les mains, clairement. Mais peut-être je me trompe, hein, peut-être que j'ai pas tous les datas, mais je trouve que c'est pas le mauvais gars, quoi. C'est vraiment le bourgeois, un peu gauchiste sur le social, mais socialiste, hein, pas plus à gauche. Genre avec des takes de droite, des takes de gauche, mais curieux, qui quand même, lui, veut faire du divertissement, engager le débat et tout. Mais soit naïf, ou soit vraiment calculateur de ouf, mais je sais pas. Ce que vous venez de voir, c'est l'illustration parfaite de la technique la plus fiable quand vous voulez tout de suite repérer quelqu'un qui n'y connaît rien en animation japonaise, mais qui peut pas s'empêcher de se la ramener quand même. Pour ces gens-là, les animés et les mangas, c'est tous des récits épouvantablement violents et sanglants, avec des boules de feu, des cris et du sexe. Il suffit donc de faire semblant de dire qu'un des dessins animés adaptés d'œuvres de littérature qui passaient à l'époque sur la 5 a
été fait en France. Mais surtout que toutes ces adaptations-là, ça se voit que c'est un style japonais en vrai. Enfin, ça se voit que c'est pas un style à la française. Et même l'animation, elle est tellement cheapos à la japonaise, avec des effets et tout. Après, moi j'adore, hein. Là je suis en train de me refaire Tom Sawyer avec ma meilleure amie. On se fait Mystérieuse Cité d'Or et Princesse Sarah avec ma meuf, tu vois, y a pas de souci, tu vois. Dans mon cœur, ces trucs-là. Mais c'est cheapos et ça se voit parce que c'est le Japon. C'est pour ça qu'on pouvait les acheter à la chaîne. Parce que c'est cheapos. Ça se voit, bordel. Mais les mangas, c'est quand même... J'aime bien le mais, tu sais, ça fait très alors, j'ai fait une connerie, on va passer à autre chose. J'en ai regardé. Non, tu mens. Vous êtes très coupable en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre, pas cher du tout, aux Japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes. Faisons abstraction de la pique en fin de phrase et parlons de cette histoire de manga acheté pour pas cher. En effet, à la fin des années 70, c'était vraiment pas cher du tout d'acheter des dessins animés japonais. Premièrement parce que c'était tout simplement pas cher à fabriquer. Bah oui, parce que les clichés que vous entendez du style l'animation japonaise c'est trop moche, c'est statique, c'est vraiment cheapos quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on n'entend plus du tout aujourd'hui, hein, je trouve. Hein. À l'époque, oui, peut-être, mais aujourd'hui, on l'entend quasiment plus. Au contraire, l'animation japonaise, elle est reconnue pour son style, tu vois. Et même à l'époque, moi, je trouve que, oui, c'est cheapos, mais ça a un charme. Ah, bah, elles paraissent aujourd'hui exagérées, mais elles partent quand même d'un fond de vérité. Pour comprendre ce que je veux dire, voici un extrait d'une de mes chroniques sur Wakanim. Ce que j'entendais par là, c'est que l'animation japonaise a toujours été très historiquement cheapos, hein. Ça a toujours été très économique. Depuis les années 60, avec les productions d'Osamu Tezuka. Et ce qui est logique, déjà Japon d'après-guerre, donc ben pas forcément la thune pour faire des trucs ambitieux, et aussi ben tu peux privilégier, d'un point de vue stratégique, privilégier la quantité plutôt que la qualité, ce qu'a fait aussi que le Club Dorothée et ça a très bien marché, en réduisant au maximum les coûts, mais tout en gardant un minimum d'effets de dynamique, de mouvement, etc. grâce à des light spin, des trucs comme ça, tu vois, et ça marche, pourquoi s'en priver? Les Astro Boy, les productions de chez Studio Mushi ou ce genre de choses, on a toujours dû utiliser beaucoup d'astuces économes pour pouvoir produire des dessins animés qui sont quand même sympas à regarder, mais on va dire, pas trop onéreux pour un contexte d'économie d'après-guerre. Et justement, en faisant preuve de beaucoup d'astuces, on peut avoir des animations qui restent globalement très dynamiques en économisant le plus de sous possible. Il suffit de voir deux animés sortis à peu près à la même période, comme Goldorak au Japon et Scooby-Doo aux États-Unis. Ah, y a pas photo, c'est terrible d'ailleurs à quel point y a pas photo. Faudrait que je me mate un de ces quatre vraiment Goldorak, ça a vieilli mais en soirée avec des potes ça peut être sympa je pense. Maintenant, vous les comparez et vous allez me dire c'est qui le plus dynamique des deux, honnêtement. Deuxièmement, parce que plus encore qu'aujourd'hui, le Japon était un peu en ostracisme dans sa tête. C'était déjà certes un des plus importants pays exportateurs de marchandises, d'électronique et ce genre de choses, mais quand il faisait des films ou des séries, il pensait pas du tout à l'international, hein. C'était vraiment juste pour le public japonais. Et ils ont mis du mal à s'y mettre, hein. Ils ont eu beaucoup de mal à s'y mettre, ils ont mis très longtemps à se rendre compte du potentiel de soft culture, enfin de soft power pardon, à l'international, et c'est dommage pour eux. Pour illustrer mon propos, voici une reconstitution des relations franco-japonaises de l'époque. Hey Japan-chan, comment ça va? Bien ou bien? Il paraît que tu fais plein de petits dessins animés chez toi, c'est chouette. D'accord, je vois. Du coup, si tu en as en rab, tu veux bien m'enfiler vite fait, s'il te plaît? Tout ce que j'ai sur moi, c'est une carte de fidélité pour un kebab gratuit et... Ah, c'est très généreux de ta part, merci vraiment. À y regarder de plus près, quand même, c'est un peu moche, hein. Oh mais je ne me plains pas. Ah bah ouais, surtout qu'à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, ça a un peu rebaissé, mais à l'époque, oh là là, le Japon, leur fascination pour la France, mais ce qui est marrant, c'est que plus les années passent, plus ça s'est inversé la tendance. De toute façon, je m'en fous, c'est pour les gosses. Plaît-il?
Vous pensez que j'exagère, c'est ça? Eh bien sachez qu'en 1979, ça coûtait 30 000 francs pour animer ne serait-ce qu'une minute d'animation en France. Au Japon, ça coûtait 20 000 francs l'épisode. Vous vous rendez compte de la différence de prix, de la dinguerie de différence de prix? 30 000 francs la minute versus 20 000 francs l'épisode. T'imagines si ton épisode il fait 20 minutes, j'ai la flemme de compter, mais ça fait beaucoup. Là, c'est plus du discount, c'est de la charité. Et avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas c'est quand même ça, c'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est Mais ça c'est un sabre laser dans Star Wars, enfoiré. C'est ça c'est quand même les dialogues. Ce ne sont pas des mots. Non, ce sont pas des mots, ce sont des onomatopées, connard. C'est les dialogues ça. Oui, mais c'est pour vous dire, c'est ça C'est les votre mangas. version. Putain, mais c'est scandaleux là de faire des remarques aussi bassement simplistes et fielleuses là à la télé, en plus d'être totalement fautes sur quoi. C'est quoi ces histoires de wouch wouch là? Par exemple, là, ce manga intitulé Yotsuba, regardez ça, c'est une œuvre charmante et paisible sur le monde de l'enfance avec des dialogues adorables et amusants, et à aucun moment il n'y a le mot wouch. Ouais, ça a l'air mignon. Ok, mauvais exemple. Prenons plutôt Parasite. Voilà, ça c'est bien. C'est un incontournable du manga pour jeunes adultes. Ça... Franchement, excellent. Excellent Parasite, si vous l'avez jamais vu slash lu, je vous conseille, c'est vraiment très cool. J'ai jamais fini, mais très cool. Sujet épineux comme la prédation, la définition de l'homme et de sa place sur la planète, et au sein des autres êtres vivants. On a des dialogues vraiment profonds et inspirés qui... Ok, il se passe un truc vraiment bizarre avec mes mangas. Pour les plus jeunes d'entre vous, ça vous semble évident maintenant qu'il y a des mangas et des animés qui sont intelligents, complexes et destinés à un public averti et plus âgé. Mais dans les années 80-90, le consensus général, c'était plutôt... Comment? Des dessins animés destinés à un public d'adolescents et d'adultes? Mais c'est de la science-fiction! Ah ouais, et vous vous rendez pas compte à quel point, hein, si jamais vous avez pas connu l'époque. Mais c'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que Princess Mononoke et Death Note, entre autres, ont eu autant de succès. D'ailleurs, Akira et Ghost in the Shell aussi, hein. C'est pour le côté, oh mon dieu, des dessins animés peuvent être profonds et nous faire réfléchir. Oh mon dieu, c'est de la SF dystopique. Ah, je vais fondre. Tu sais, c'est vraiment ça, quoi. Et d'ailleurs, pour vous dire, hein, dans les années 2000, tout le monde était persuadé que Death Note c'était un seinen. Parce que dans leur tête, ça pouvait pas être un shonen. Alors que c'est un shonen, hein, c'est dans le Shonen Jump. Et du coup, comme les animés étaient pas chers à produire, qu'il y avait un trou dans les productions françaises à l'époque, qu'il fallait remplir des heures de programme, bah ils s'en foutaient au Club Dorothée. Bah oui, ils achetaient en masse des tonnes d'animés en pack comme ça, sans vraiment faire gaffe à ce qu'il y avait dedans. Pardon. Et quand ils se sont enfin rendus compte qu'ils avaient dans leur catalogue des dessins animés avec des étudiants qui picolent, des chasseurs de primes obsédés du cul et des mecs qui explosent d'autres mecs avec leurs doigts, je vous raconte pas l'embarras. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'est vrai que, après, c'est pas de leur faute, hein, au Club Dorothée chez TF1. Tu voulais qu'ils fassent quoi? Qu'ils vérifient ce qu'ils allaient donner à regarder aux jeunes? Non mais, on n'a pas le temps, on a des séries AB à faire, nous, attends, tu crois quoi? Ah bah oui, hein, quand t'as Krillin qui meurt pour la 14e fois à l'heure du goûter devant des parents médusés qui se mettent à gueuler à travers la France, faut la jouer fine. Il y avait alors deux solutions. La première, laisser carte blanche aux comédiens de doublage pour édulcorer la série à leur façon, ce qui donna le légendaire doublage de Ken le Survivant. Je vous laisse chercher sur YouTube. Alors c'est terrible, hein, le doublage de Ken le Survivant, c'est vraiment couteau de cuisine, couteau sale à manger, avec les doubleurs qui se faisaient plaisir dans les noms, dans les intonations et tout. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, ils l'ont fait ça d'eux-mêmes les doubleurs, parce qu'ils voulaient pas, justement, faire un truc aussi violent pour les enfants. Et c'est normal, hein, en vrai, Ken le Survivant, c'est violent pour les enfants. Mais encore une fois, c'est pas de la faute des doubleurs, c'est pas de la faute de Ken le Survivant, c'est de la faute de AB Prod, Dorothée, TF1, qui ont juste acheté Ken le Survivant, qui l'ont mis et qui se sont pas posé de questions. Ils ont une responsabilité. Il n'y avait rien. On avait une proposition de faire des émissions. On a trouvé ces mangas japonaises qui ont toutes été vérifiées par des psychologues. Je veux voir l'état des psychologues. Mais c'est bizarre parce qu'on aurait dit que Dorothée, elle attendait qu'ils répondent. T'as vu, qu'ils ont toutes été vérifiés par les psychologues. Tu vas dire quoi? Mais laisse-lui pas le temps de réagir. Continue. Des psychologues. Ils étaient, Oui, c'est ça, exactement. ils étaient reconnus, très sérieux et très corrects. Vous les avez achetés? Absolument pas. Psychologue japonais? Oui, c'est Non, ceux du Loft. français. Ah oui, les
fameux psychologue du club Dorothée, la fameuse caution auprès du CSA et des associations parentales comme Famille de France pour dire qu'on se soucie du bien-être des bambins. Ah, Famille de France. Quelle entité de merde. Ah là là, c'est eux qui voulaient interdire Pirates des Caraïbes au moins de 12 ou je sais plus, au moins de 10, mais c'est ridicule, vraiment ridicule. Mais ils ont fait vraiment un travail sublime, comme genre, comme ça quoi. Toutes les scènes jugées trop violentes ou trop coquines ont été coupées d'après leurs conseils, ce qui donne des épisodes par exemple de Ranma 1/2, de Dragon Ball Z ou de Ken le Survivant. Ranma 1/2, mais ça c'est un exemple de Ranma 1/2 pour moi. C'est vraiment l'exemple typique de ils ont pas regardé. Ils ont pas regardé parce que genre un épisode, il y a des scènes de nu. Voilà. Parce qu'en fait Ranma 1/2, ça parle des histoires d'un jeune qui fait des arts martiaux et qui a eu une malédiction et dès qu'il a de l'eau chaude, je crois, il se transforme en fille et de l'eau froide, il se transforme en garçon ou inversement, tu vois. Et ça fait qu'il y a des scènes où il est en train de se laver, tout ça, et d'un coup, paf, il change et là on voit qu'il est une femme et les boobs et tout. Mais juste vous avez regardé un épisode de 2 et vous savez quoi. Qui durait 17 à 15 minutes au lieu de 25 habituels. Ils ont enlevé des fois 10 minutes d'épisode. C'est ridicule. Juste faites des trucs pour les enfants. En plus ça existait au Japon. Alors c'est bien, genre on enlève tout le gras comme ça, c'est meilleur. Il y avait juste un tout petit problème là comme ça avec cette technique, c'est que quand t'as plus de 5 minutes d'images qui sautent comme ça, bon courage pour garder la narration et les dialogues cohérents et compréhensibles dans l'épisode quoi. Je vais te combattre, sale méchant! Maintenant tu es mon meilleur ami. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'ai cligné de l'œil? D'où l'impression des parents que ces dessins animés étaient non seulement violents, mais aussi complètement stupide. Et puis il y a aussi le fait que ben si jamais tu regardes pas le dessin animé tous les jours et que tu suis pas, n'importe quel dessin animé paraît débile. Si tu suis pas un minimum le délire de Gumball, Gumball ça a l'air débile. Si tu suis pas un minimum le délire de Bob l'éponge ça a l'air débile. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Blazy qui parle de ça et vraiment tout peut paraître débile dans ces cas-là. D'où la phrase de Zemmour. C'était dit à l'époque, la violence, etc. Moi je demandais Moi je dirais la violence et la bêtise. C'est les deux réunis. Oh, écoutez, franchement, vous pouvez pas dire ça. Avec tous ces problèmes de programmation, tous ces soucis de séries inadaptées qu'on censure tout de suite après, sans parler du décalage culturel avec une France qui est encore très méfiante de l'influence économique japonaise à cette époque, il n'en fallait pas plus. Voilà. C'est cette couve, donc c'est le magazine Lui de 1979, voilà c'est cette couve dont je vous parlais. Vous vous rendez compte, en 79, la dinguerie de faire une couve comme ça, c'est fou. Des pseudo-défenseurs des valeurs françaises se lancent à une chasse aux sorcières contre l'animation japonaise. Se mit alors en place toute une inquisition composée du CSA, de Famille de France, de magazines comme Télérama, le tout mené par Ségolène Royal, alors députée des Deux-Sèvres. Oui, la même Ségolène Royal qui voulait être présidente en 2007. Eh ouais, Sego voulait interdire les mangas, et Télérama était du côté des anti-mangas. Mais sinon, ils font genre progressiste et de gauche. Youpi. Elle avait alors à l'époque publié un livre à charge contre les détritus qu'on déverse sur nos télés, un livre nommé Le ras-le-bol des bébés zappeurs. Mais elle croyait que ça allait donner quoi son livre? Parce que d'accord, ça rassure les familles, mais c'est toujours débile ce genre de livre, je trouve, quand t'es de gauche, parce que autant tu vois, ça va rassurer les familles conservatrices, les gens comme ça et tout, mais c'est pas eux qui vont surtout voter pour toi, tu vois, c'est pas les conservateurs, eux ils vont voter pour Chirac à l'époque. Donc je vois pas l'intérêt. Après elle est mère de famille, elle s'inquiète peut-être réellement, et en vrai si c'est un combat qui la touche personnellement, je peux comprendre, tu vois, mais politiquement c'est se mettre une balle dans le pied sur le long terme. Et même sur le moyen terme. Un livre qui suppliait qu'on bannisse ces horribles séries japonaises et qui était extrêmement bien renseigné Ah oui, je me rappelle ce qu'il va dire. Écoutez bien la dinguerie. Sur son sujet. On apprend par exemple que Tom Sawyer est une série française de science-fiction. Tom Sawyer, français, science-fiction. Déjà, y a rien qui va parce que au pire, tu sais pas que c'est animé au Japon et tu te dis bah c'est américain vu que Tom Sawyer c'est l'Amérique, c'est dans le putain de générique. Et de la science-fiction, d'où c'est de la SF. Ah oui non, c'est de la SF parce que les noirs sont traités comme les blancs dans la série. Ça j'avoue c'est de la SF, mais sinon. Et oui, et qu'à la place de voir des séries malsaines et ultra violentes comme Bioman, les enfants feraient mieux de voir de bons petits films familiaux comme Le Nom de la Rose. Si, le Nom de la Rose, le film avec des moines qui se font sauvagement assassiner et qui font l'amour comme des bêtes. Le Nom de la Rose. Elle dit que Bioman qui est certes, vas-y, il y a un peu de violence, mais vraiment c'est de la violence carton-pâte, tu vois, c'est Power Rangers le bordel. Elle trouve que Bioman c'est plus violent que Le Nom de la Rose. Non mais moi j'ai envie de dire, arrêtons Gravity Falls et mettons plutôt Game of Thrones pour les enfants, tu vois. Non vraiment c'est mieux. Et cette femme a voulu être élue. Cette femme prétend protéger vos enfants.
précisément parce que j'aime la télévision que j'ai poussé un peu ce cri de révolte contre ce contenu. Tu sais ce que font les gens qui aiment vraiment la télé? Ils la regardent. Mais oui, c'est ça le truc, c'est que clairement, moi, ce qui me tue, c'est qu'à chaque fois, les paniques morales de cons des conservateurs, c'est des paniques morales de gens qui n'ont manifestement pas vu, lu, étudié le sujet qu'ils critiquent. C'est toujours ça. Oui, bien des Caraïbes, c'est traumatisant pour les enfants. Oui, Bioman, c'est une violence insoutenable. Oui, Sausage Party, mon dieu, ça devrait être interdit aux enfants. Oui, c'est interdit aux enfants, c'est interdit aux moins de 12 ans. C'est pas de la faute du film si tu as allé montrer Sausage Party à tes enfants. Il y a écrit un gros moins de 12 ans. C'est toi le problème, pas le film. Quelque chose me dit que les Japonais ont dû flipper lors des élections de 2007. Oh bah tu sais, on n'a pas de chance pour les élections présidentielles, mais après ça on aura le même qui arnaque des grands-mères et qui est ultra raciste versus Flamby, donc bon... Oh là là, si tu savais... Mais le pire en tout ça, c'est que Ségolène, Télérama, le CSA, tout ça, ils s'en foutaient des mangas en fait. Ils s'en foutaient de protéger les enfants. C'était pas ça le plus important, c'était pas ça le vrai but. Le vrai but surtout, c'était de bien se faire voir politiquement et monter en puissance à ce niveau-là, et aussi de descendre TF1, qui venait tout juste à l'époque d'être une chaîne privée, due à son rachat par Francis Bouygues, et qui alors s'accaparait des parts d'audimat monstrueux. Et moi, cette histoire, ça me fait aussi un peu penser à l'histoire d'Orelsan avec... Saint-Valentin et Sale P, on va dire le mot au cas où, parce que ça se voit que c'est juste un bouc émissaire, ça se voit que c'est juste un homme de paille pour lutter contre toute une industrie qui commençait à vraiment émerger, les mangas pour Ségolène Royal, le rap pour Orelsan et compagnie, tu vois. Et moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est vraiment le truc de ouais, c'est un bouc émissaire, c'est juste pour bien se revoir politiquement par les vieux qui comprennent pas le truc. Ce qui était vu comme un péril pour le paysage médiatique à l'époque. Achetez les actions TF1, c'est très facile. Allez à votre banque ou à votre bureau de poste. Mais faites vite, parce que samedi, la souscription sera fermée. Et c'est à cause de gens comme ça. C'est à cause de gens... Et attention, hein, la privatisation de TF1, ça a été aussi des vrais problèmes, un vrai enjeu. On pourra en parler des heures, hein. Évidemment qu'il y a des vraies critiques à faire là-dessus. Mais c'est pas le sujet. Je veux dire, si tu veux critiquer TF1, critique Bouygues, critique Mitterrand, critique tous ces gens-là, mais critique pas Goldorak. Aux motivations dissimulées. À cause de gens pétris d'ignorance sur une culture qu'ils n'ont pas essayé d'approcher et encore moins de comprendre. À cause de gens, de personnes comme ça qui, malgré ça, ont assez de pouvoir et d'influence pour se faire entendre. De nos jours, on entend les mêmes clichés moisis sur les mangas que Zemmour a ressortis dans cette émission. Donc ouais, d'une certaine façon, Éric Zemmour rejoint Ségolène Royal en idée. Oh, s'il savait ça, ça lui ferait mal aux fesses. Je pense que ça ferait mal aux fesses aux deux, en vrai. Mais bien sûr qu'ils se rejoignent en idée. Évidemment, je veux dire, Ségolène Royal, c'est une fille de militaire, à peine gauchiste, qui a ses intérêts de classe de bourgeoisie, et Zemmour... c'est un connard quoi, enfin je sais pas. Mais même si après cette chasse aux sorcières, les mangas se sont traînés une sale réputation, qu'importe. Après la mort du Club Dorothée en 1997 et malgré ces clichés persistants, les animés sont revenus petit à petit sur les chaînes de télé et envahissent nos rayons DVD. 2 ans plus tard Pokémon, hein, donc ils ont eu 2 ans de répit. Les conventions connaissent le succès et la France est le deuxième plus grand pays consommateur de manga au monde. Ouais, c'est nous, ouais. Après, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, parce que du coup, maintenant, le monde entier s'est mis au manga, donc c'est peut-être plus le cas. Mais en tout cas, pendant très longtemps, c'était nous, la France. Juste après le Japon. Car les enfants de l'époque, qui étaient censés avoir été abrutis par ces dessins animés moches et débiles, sont devenus des adultes entreprenants et actifs, qui ont ouvert des magasins, des maisons d'édition, des studios, ils travaillent maintenant sur Internet, à la télévision, ils créent des jeux vidéo et des séries d'animation. Quoi? Tu veux dire que quand on montre de la culture de différents horizons aux enfants, ça les inspire? Cette culture les inspire pour eux-mêmes créer quelque chose de nouveau? Non! Qui l'eût cru? Zemmour ne s'est jamais caché d'être un réactionnaire ne jurant que par des valeurs exclusives, rejetant les influences étrangères. Peut-être pas complètement par intime conviction d'ailleurs, mais surtout par clientélisme. Ça a toujours été ça, Zemmour, de toute façon. De la conviction, mais du clientélisme avant tout. Il sait qu'il plaît à un public constitué en majorité par des gens de la droite réactionnaire, favorisant ce genre de discours. Mais si, vous les connaissez, vous savez,
Tous les musulmans sont des djihadistes, les homosexuels détruisent nos valeurs familiales, les cultures non européennes pourrissent la tête de nos enfants, ce genre de choses. Et dire qu'à l'époque c'était pathétique et ridicule de penser ça et on se foutait tous ouvertement de leur gueule. Et maintenant on leur donne l'heure à ces gens-là qui disent ce genre de conneries. Bon, on leur donnait déjà l'heure vu que Ruki invitait Zemmour. Mais tu vois ce que je veux dire quoi. C'est devenu banal de penser ça pour certains. Ça me terrifie à quel point on s'est fait cramer par la droite et l'extrême droite. C'est un délire. Bah oui, le rejet de l'autre, ça fait vendre des bouquins, voyez-vous. Je pense que le rap est une sous-culture, hein, d'analphabètes. J'appartiens à une race différente de la vôtre. Mais évidemment. Évidemment, j'appartiens à la race blanche, vous appartiens à la race noire. Mais oui, bah oui, la race blanche, la race noire, bah évidemment. Parce que tous les scientifiques du monde vous le diront qu'il y a plusieurs races d'humains. Évidemment, il n'y a pas une seule race d'humains. C'est vraiment... Moi je suis réactionnaire si vous voulez, mais pas conservateur. Non. Nous avons un cerveau archaïque, nous avons un cerveau reptilien. Il faut en tenir compte. À vouloir le nier, nous créons des générations d'impuissants, d'homosexuels et de divorces. Le mec met dans le même panier l'impuissance, l'homosexualité et le divorce. Ce mec a des problèmes. Mais la France, elle, n'a pas rejeté la culture manga. Elle l'a assimilée à la sienne, donnant naissance à une nouvelle superculture de l'image, dont nous sommes encore aujourd'hui les bénéficiaires. Pour progresser, il faut accepter l'ailleurs. Les amalgames et les approximations ne mènent qu'à la méfiance ainsi qu'au renfermement sur soi, ce qui est par définition l'inverse de la culture. Mais oui, c'est ça en plus, moi qui m'énerve, c'est que tous ces gens, ces Zemmour là, Ségolène Royal, tout ça, ils veulent faire les gens cultivés, mais ils rejettent la culture qui n'est pas celle de leur pays, ou celle qu'ils ne comprennent pas, c'est ça je trouve complètement con, c'est que tu n'aimes pas, admettons, oui, moi j'aime pas les mangas, oui, moi j'aime pas la musique rap, j'aime pas ça, ok, d'accord, t'aimes pas de souci, t'as le droit, mais ne juge pas alors si tu connais pas, t'as le droit de dire, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est débile, mais peut-être je me trompe, je peux l'entendre ça, mais dire c'est débile, c'est quand même autre chose. T'es censé être quelqu'un de culture alors. Donc agis en tant que personne de culture et sois ouvert d'esprit. M'énerve. Mais voyez-vous, tant qu'en France, on trouvera plus de lecteurs de Dragon Ball que du suicide français, et on peut aborder l'avenir avec beaucoup moins de peur. À l'époque, aujourd'hui par contre tu te dis que vu comment le fait que les anti-woke, l'extrême droite etc reprennent les figures de la pop culture pour en faire des combats idéologiques qui n'ont pas lieu d'être, bon. En vérité, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'on paye des gens pour raconter autant de conneries à la télé alors que 5 minutes de recherche auraient suffi. Je veux dire, si ça c'est pas la preuve que Zemmour s'en fout de dire la vérité, qu'il fait juste ça pour être entendu, alors là je sais pas quoi dire. En plus... Mais oui, il faut pas beaucoup de recherche. Et à chaque fois on le voit. Et ce qu'il va dire après, je suis méga d'accord, écoutez bien, c'est classique hein, mais c'est vrai. C'est les mangas quoi, c'est les mangas, c'est une culture riche, d'accord, je suis premier à le dire, mais c'est pas non plus le sujet le plus obscur de l'univers quoi. Du coup, j'imagine pas ce que ça doit être pour des sujets un peu plus pointus, genre... je sais pas... au hasard... l'immigration. Mais oui, le gars il dit de la merde sur tout et n'importe quoi, mais on va lui donner l'heure sur des sujets genre le conflit israélo-palestinien, l'immigration, la sexualité et tout. Pas de soucis. Bon alors, vous en pensez quoi les gens? Dites-moi, vous en avez pensé quoi? Moi perso, j'ai trouvé ça très cool. Bon à l'époque j'avais adoré la vidéo à l'époque, hein. J'étais en mode oh là là, Hermit-san, tu es trop fort. Parce que ben fatalement à l'époque j'étais beaucoup moins au fait de toutes ces choses, donc ça a fait partie de mon éducation finalement sur ce genre de choses. Je ne savais pas combien coûtait une minute d'animation en France, ni combien ça coûtait au Japon. Je ne savais pas que Ségolène Royal avait fait ça. Je ne connaissais même pas l'histoire avec Zemmour. Je savais que les mangas, c'était pas forcément bien vu, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que la vidéo, ben, elle marche encore bien aujourd'hui. Franchement, ça a un peu mal vieilli sur certains points, mais globalement, elle marche toujours bien. Mais voilà, petite piqûre de rappel. Je trouve que ça fait jamais de mal de voir à quel point Zemmour, comme Sego, mais surtout Zemmour, ne s'y connaît pas en manga, ne s'y connaît pas en culture, est fermé d'esprit, et que, ben, le gars, il dit juste sa haine par clientélisme, et bah le plus flippant c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui l'écoutent. Tout va bien.